Alors, il faut imaginer les confinés que nous sommes tous dans ces moments d'épidémie comme heureux. Je vais tout de suite ajouter que le mot heureux n'est pas heureux. Il faut trouver peut-être un autre concept. Mais au lieu de faire cette recherche, je vais partir à l'Antiquité. Parce que le mot bonheur, qui est un mot latin, bona hora, hein, c'est une sorte d'usage du temps finalement, vient du grec. C'est une traduction. Et les Grecs appelaient daimonia. Et dans les manuels de philosophie, on dit toujours que la philosophie des Grecs, du point de vue éthique, était une philosophie du bonheur, de la recherche de quelque chose qui nous comblerait de joie et de plaisir. Mais ce n'est pas exactement ça, parce que dans Daimonia, il y a aussi l'idée de s'entendre, être en bon terme. Avec qui? Avec les démons. Et le virus qui nous fait peur, c'est encore une sorte de démon. Et le démon dans le christianisme et l'islam, ça a eu des sens un peu plus, disons, cruels. Mais au début, c'était des particularités que nous pouvions avoir en nous-mêmes. Socrate avait son démon qui le faisait arrêter, par exemple, dans la rue. Et c'est en nous, comme ça, il y a un pouvoir qui doit être régi. C'est pourquoi, finalement, le mot confin aussi indique qu'il y a une sorte de limite que nous atteignons. Et Littré nous dit que c'est Condillac qui, pour la première fois, a fait un usage actif du mot confiné, au sens toujours de limite, parce qu'il a parlé des forêts de Lituanie et de la Russie et qui confinent, les forêts qui confinent. Et donc, dans cet usage actif, il s'agit pour nous d'une sorte d'usage du temps, jusqu'à peut-être son usure qui fait que nous en mourrons. Mais pour en revenir à l'Antiquité, il faut rappeler aussi que pour les anciens, ce qui était normal, c'était l'état de la guerre. Et la paix, c'était une sorte de pause à l'intérieur de la guerre. C'est l'idée que nous donne aussi bien Hérodote que Thucydide, etc. Et les grands historiens et linguistes français, Dumézil et Benveniste, ont beaucoup insisté sur cela. Ce qui était dans ces institutions, ce qui était le plus important, c'était qu'on était tout le temps en guerre. Et en un sens, s'il y a un retour, puisque depuis longtemps, c'est la paix qui avait été, disons, envisagée comme une sorte de havre, il faut peut-être revenir à cette idée que nous sommes toujours en guerre, parce que ce virus qui nous confine activement, donc d'après Condillac, je me permets de l'employer à l'actif, qui nous confine à des maisons, il faut assumer cela. Et rappelons aussi la première grande trilogie de Achille, Échylos, Échylos en grec moderne, Échille en français, donc le grand tragédien. Dans Orestie, Oreste est poursuivi par les Érynies. Et justement, les Érynies veulent le tuer. Les Érynies sont nés du sang d'Ouranos. Même Zeus doit se plier à leur fureur. Et à la fin, dans la troisième pièce de la trilogie, nous assistons à un procès. Et dans le procès, il s'agit de savoir si Oreste, qui a tué sa mère, doit être acquitté ou pas. Et il y a une sorte de division égale. La plupart des gens du jury pensent qu'il faut la tuer, et puis l'autre moitié, avec les mêmes nombres de participants, pense qu'il faut l'acquitter. Et finalement, c'est Athènes qui intervient et acquitte Oreste. Et à partir de ce moment, les Érynies se transforment en Euménides, c'est-à-dire les bienveillantes. Mais on dit bienveillantes parce qu'on sait que si jamais on ne fait pas ça, elles pourront être féroces et cruelles.
Et c'est donc cette particularité que nous avons de nous confiner dans nos maisons qui fait que nous nous occupons aussi de nos voisins, qui peut être, comme maintenant mon chat, qui ne me quitte pas, qui vient tout le temps me réclamer quelque chose. C'est un grand poète turc, Abdullah Hamid, qui a dit que les pauvres sont les gens les plus heureux du monde parce qu'ils ont le temps, le loisir de s'occuper de leurs enfants, de leurs biens ou de leurs voisins, etc. Parce que les riches n'ont pas le temps, étant donné qu'ils essaient toujours de gagner encore plus d'argent. Euh, Chaque fois qu'on parle aussi d'épidémie, je pense à cette particularité de Proust que j'ai appris de son biographe Tadier, ou des conférences diverses qu'on a fait sur Proust, que son père, qui était un grand médecin, qui avait écrit 27 livres sur les maladies, etc., euh, était nommé à Istanbul pour essayer de savoir d'où venait la dernière épidémie de choléra. Parce que l'épidémie de choléra, nous savons que, par exemple, Hegel, qui s'était confiné avec sa femme près de Berlin, dans un endroit, en est mort. Enfin, il y a des gens qui pensent que c'est peut-être pas cela, mais il est mort en quarantaine, Hegel, parce qu'il y avait, donc, dans les années 1831, une grande épidémie de choléra en Europe. Et il y en a eu une autre vers la fin du 19e, et tout un ensemble de savants des divers pays ont été recrutés pour savoir si cette épidémie pouvait être euh, orientale. Ça vient de l'Orient. Hein. Maintenant, c'est venu de la Chine. À l'époque, on disait ou bien de la Russie ou bien de la Turquie. Et ils sont venus en Turquie et c'était pas le cas, mais ils ont quand même aussi appris les mesures qu'il fallait prendre à l'état turc d'Abdülhamit, à l'état donc ottoman, pour que que ça puisse être, disons, différé ou empêché, tant et si bien qu'après on n'a pas eu d'épidémie de choléra. Mais le père de Proust lui a apporté aussi un tapis qui se trouve de Istanbul, qui se trouve dans La Recherche du temps perdu, quelque part. Donc il y a aussi cette crainte de l'Orient qui ressurgit. C'est pourquoi j'ai parlé de la guerre, parce qu'il y a une guerre des virus. Mais quand on regarde ou quand on suit tout ce qui se passe, il y a quand même des sortes d'animosité ou bien de plaintes qui font comprendre qu'il y a quand même une sorte d'hospitalité qui manque entre les pays. Par exemple, les Italiens ont commencé à se dire pourquoi ne nous aidons pas assez. Nous n'avons pas assez de matériel pour combattre. Après, ça sera le tour des Espagnols, etc. Et les Russes essaient de trouver un virus. Donc, il y a une sorte d'aide mutuelle, comme si on était dans la paix, mais de toute façon, c'est une guerre contre le virus, contre quelque chose qui n'est pas vivant. C'est une guerre des vivants contre le non-vivant. Mais déjà, à l'intérieur de ces vivants qui essaient de combattre le virus, il y a aussi des relations qu'il faut améliorer. Et c'est pourquoi, quand je prends la défense de confinement, parce que dans le pays où j'habite, en Turquie, il n'y a pas encore d'interdiction pour la sortie au dehors. Le confinement est, comment dire, conseillé. Et moi, j'ai plus de 65 ans, et il y a quand même un confinement pour les gens qui ont plus de 65 ans. Le gouvernement a dit que c'était pour les protéger, mais ça a été mal entendu par toutes les personnes qui ont pensé que c'était à cause des vieux qu'il y avait ce virus. Aujourd'hui même, un peu avant, j'ai suivi les nouvelles à la télévision. J'ai appris qu'il y a eu beaucoup de
de procès contre un certain nombre de jeunes qui ont commencé à exercer des violences sur les vieux. Et donc, il y a une guerre entre les générations, il y a une guerre entre les sexes aussi, parce qu'il n'y a plus d'hommes qui sont morts, par exemple. Il y aura encore une sorte de guerre entre les sexes. Donc, il y a une différence entre les sexes, une différence entre les générations, une différence entre ce qu'on appelait dans les temps anciens les nationalités, qui fait que ce confinement est un effort pour essayer de conjurer aussi, de conjurer d'une part le virus et d'autre part tous les effets qui peuvent résulter de ce virus. Et d'ailleurs, dans le confinement, il y a aussi l'idée de fin, c'est-à-dire de limite en latin, mais c'est confin, c'est-à-dire c'est être ensemble avec les fins, avec les limites. Et dans cet usage du temps, il faut quand même philosophiquement accepter que cet usage, c'est une sorte d'usage de la mort. Parce que le temps, c'est le temps baudelairien, c'est le temps qui mange la vie, comme dit Baudelaire. Et ce n'est pas avec un certain optimisme que nous pouvons accepter cet usage qui finira par nous détruire tout à fait. Mais c'est aux confins qu'on peut aussi penser. Il y avait des gens qui me disaient oh, tu fais toujours la philosophie, mais tu n'as jamais été en prison. C'est une plaisanterie en turc parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui ont goûté cela. Et je me disais toujours il fallait qu'un jour, comme Socrate, je sois comme ça confiné quelque part, isolé, pour que je puisse penser de façon différente. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé aussi. C'est pourquoi je ne veux pas généraliser, mais c'est ce que j'entendais par il faut imaginer le confiné ou les confinés heureux en pensant que ces confins nous font partir toutes nos illusions, toutes nos attentes, et c'est à un autre niveau, c'est à une autre dimension temporelle que nous passons dans une sorte d'espace qui est un espace de relégation. On est relégué. Il faut faire usage donc des confins. Il faut faire un bon usage de confins pour que les forces comme ça naturelles, plus ou moins naturelles, quel que soit le fait que ça soit aussi le résultat de ce que, en tant qu'hommes, nous avons accompli, pour que nous puissions être en bon terme avec ce qu'il y a de cruel autour de nous. Cruel, je dois rappeler aussi que c'est répandre le sang. C'est le sens de cette cruauté. Et là, je pense aussi à Antonin Artaud, son texte du début du théâtre La Cruauté. Le théâtre est son double, qui n'est pas tout à fait un livre, qui est composé des articles, commence par une sorte de rappel d'une épidémie qui, pendant la Renaissance, la fin du Moyen-Âge, serait arrivée, disons, à Marseille et puis à Italie, parce qu'il y avait les bateaux qu'on arrêtait. Et il y a, Antonin Artaud qui aimait beaucoup se reléguer dans les bibliothèques, parce qu'il a un côté érudit, et relate ce qu'un ambassadeur turc qui était là a écrit comme document. Donc en se servant de cela, il parle aussi de cette épidémie des fins de Moyen-Âge. Donc les épidémies, c'est sûr, ça tombe dessus, ce sont des événements. Et ce sont des événements qui, évidemment, qui font que nous sommes dépassés par eux. Et il faut toujours essayer de trouver des moyens pour assumer cette mortalité, cette finitude que nous sommes obligés
euh, en tant qu'humain, de vêtir, en essence.